Bienvenue dans cette vidéo sur la dissociation traumatique et l'isolement. La première chose dont souffre une personne dissociée, c'est qu'elle est coupée d'elle-même. Elle a pu accéder, selon la gravité de sa dissociation, à la conscience même qu'elle a d'elle-même, à toute une gamme de sensations, à toute une gamme d'émotions. Ce qui revient très souvent dans le discours de personnes vraiment dissociées, c'est qu'elles se sentent mortes, qu'elles n'arrivent pas à avoir accès à la vie, à sentir la vie, à se sentir vivante, à se sentir parmi les autres. C'est vraiment déjà au niveau interne, au niveau qui n'a pas accès à se sentir vivant. Donc la personne, elle est déjà isolée d'elle-même. Elle ne ressent plus, elle ne ressent plus la vie. Et dans cet isolement, il y a quelque chose qui peut vraiment la couper énormément du monde. En fait, au moment du trauma, quand le cerveau sidère, la personne peut être coupée de façon plus ou moins extrême, et ça peut aller jusqu'au phénomène de dépersonnalisation et de déréalisation. La dépersonnalisation, c'est quand la personne, elle voit la scène traumatique qui est en train de se dérouler, mais elle a l'impression que ce n'est pas en train de lui arriver à elle. Ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Et la déréalisation, la personne, elle voit la scène traumatique se dérouler, mais elle n'a pas l'impression que c'est réel. Et selon le niveau de danger, selon la capacité ou l'incapacité à réguler l'événement, donc l'intensité que cet événement va faire trauma, la personne va continuer avec ces phénomènes de dépersonnalisation et de déréalisation. Donc elle va pouvoir voir la vie, faire des choses, mais elle n'a pas vraiment l'impression que ça lui arrive. Elle n'est plus sujette dans sa vie. Les choses se déroulent, elle n'a pas vraiment l'impression que ça lui arrive. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que la personne est tellement coupée que lors d'événements quotidiens de la vie, même ça peut être des événements chouettes avec ses proches, sa mémoire n'est pas capable d'enregistrer ces événements comme faisant partie de sa vie, comme des souvenirs. Puisque finalement, toutes ces gammes de sensations, d'émotions desquelles cette personne est coupée, ça continue à être coupé même dans des événements positifs. Et du coup, l'événement, il va être enregistré comme un événement dans lequel elle n'était pas présente, elle ne ressentait pas ses sensations, et un événement du coup qui n'est pas en train de lui arriver à elle-même. Moi, j'ai déjà entendu vraiment des personnes qui me disent, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ma vie. Elle s'est déroulée, mais c'est pas comme si c'était pas à eux que ça s'était arrivé, tous ces événements, que ce soit les positifs ou les négatifs. Et dans la déréalisation, c'est ce même phénomène de couper de la réalité, mais dans le sens où ça donne comme une nébuleuse, comme quelque chose, mais est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé? Et ça, c'est très caractéristique du trauma. Quand quelqu'un parle d'un événement traumatique avec cette question, je suis pas sûre que ça s'est vraiment produit, ça signe le trauma. Ça donne la certitude que ça s'est produit et que c'est un événement traumatique. C'est vraiment très caractéristique, cette espèce de nébuleuse, de confusion, de est-ce que c'est réel. Vraiment, c'est très caractéristique des souvenirs traumatiques. Le côté intemporel, le côté flou, le fait qu'il n'y ait pas de cohérence, qu'il n'y ait pas de chronologie, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il y a plein de morceaux, on ne comprend rien. Quand une personne est dans ce type de discours et confusion, c'est la certitude qu'on est face à un événement traumatique. Malheureusement, c'est très peu connu et c'est là qu'on a le phénomène d'isolement du coup extérieur. C'est-à-dire que cette personne qui a l'impression que les choses ne sont pas en train de lui arriver ou que la vie n'est pas réelle, elle va avoir du mal
à rentrer en lien avec les autres et surtout les autres vont avoir du mal à la comprendre, à entrer en lien parce que malheureusement ces phénomènes sont très peu connus et même c'est terrible au niveau de la justice, c'est encore très peu connu et parfois des personnes très traumatisées qui vont arriver avec un discours confus, flou, sans cohérence, cette confusion, cette signature traumatique va être utilisée contre eux pour prouver que ça n'a pas de sens, alors qu'au contraire, c'est la preuve qu'on est bien face à un événement traumatique. Et ces personnes qui sont donc coupées d'elles-mêmes, de la réalité, euh, elles sont vraiment dans leur monde, elles n'arrivent pas à tisser de liens et elles peuvent souvent afficher comme un regard passif ou vraiment impassif ou une indifférence. Elles peuvent même parler de choses terribles qui leur sont arrivées. Oui, bon, bah, moi, ça ne fait rien. Il y a quelque chose où l'émotion qui est vraiment coupée, même si la personne peut sentir parfois énormément d'angoisse, énormément de souffrance corporelle, ça peut vraiment aller vraiment dans des tissus qui sont très douloureux, ça ne transparaît pas. Ça ne transparaît pas, donc l'entourage ne s'inquiète pas. Ce sont des personnes qui peuvent passer inaperçues, soit de manière générale, soit leur souffrance peut passer inaperçue. Il y a un petit peu les deux comportements extrêmes, donc soit des personnes vraiment complètement éteintes en permanence, genre neutre, personne ne va vraiment ni se préoccuper ni même s'intéresser. Ça peut être très difficile en fait de rentrer en contact avec ces personnes-là, de trouver de l'empathie, de trouver une connexion, une communication, parce qu'elles sont vraiment coupées et il n'y a pas accès aux sensations et aux émotions. Donc pour l'entourage, ça peut vraiment être difficile de trouver presque un intérêt, en fait, en tout cas, difficile de créer du lien, d'être en lien, de sentir, parce que finalement, le lien, on va vraiment le trouver par l'empathie. C'est parce qu'on va percevoir les émotions de l'autre, ça va nous toucher et qu'on va pouvoir commencer à créer un lien, un dialogue. Dans les personnes très dissociées, il n'y a pas ça. Ça peut être très difficile de rentrer en lien et du coup, elles peuvent être délaissées. C'est très fréquemment le cas pour les enfants. Les enfants dissociés, très traumatisés, ils ne vont pas faire de vagues, ils ne vont pas déranger. Et malheureusement, souvent, on ne va pas trop s'en préoccuper. Souvent parce que peut-être on est plus pris, plus préoccupé par un enfant qui est très agité, qui demande de l'attention, qui fait du bruit. Celui qui est tranquille, bon, bah, il est tranquille. C'est peut-être que lui va vraiment très mal. C'est vraiment une question à se poser. Donc il y a vraiment ce cas de figure de personnes très coupées, très loin, avec qui c'est difficile de rentrer en lien, qui passent inaperçues. Et donc non seulement elles sont coupées d'elles-mêmes, mais le monde ne vient pas vers elles, ne vient pas tisser du lien, n'est pas du coup soutien et ça renforce vraiment l'isolement. C'est très très souffrant pour ces personnes. Et l'autre cas, on peut avoir des personnes qui vont finalement être en oscillation entre des moments très dissociés et puis comme une dissociation un peu étanche où la personne, elle serait vraiment dans une souffrance consciente de ne pas se sentir vivante et ça donne comme des éclats de vie très intenses. Ça peut être des personnes très séductrices, très attractives, qui sont qui peuvent démontrer parfois beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan, d'allant. Euh, et c'est vraiment un peu la pointe de l'iceberg. C'est que ça reste quand même en surface. Une autre surface, une surface peut-être qui brille, qui attire, mais en réalité, il y a quelque chose où il n'y a pas possibilité d'accéder à la profondeur. Et c'est à nouveau aussi très souffrant pour ces personnes-là qui arrivent à avoir une communication de surface, mais pour qui c'est impossible de se dire et de dire la détresse dans laquelle elles se trouvent, la souffrance. Et il y a comme une dichotomie extrême entre ce qu'elle donne à voir et ce qu'elle ressent. Et du coup, ça devient très souffrant. Il peut y avoir des croyances
du style, si vraiment on apprenait qui je suis réellement ou ce que je ressens réellement, on serait plus en lien avec moi. Donc, il y a à nouveau aussi cet isolement, même si cet isolement, il est plus extérieur. D'extérieur, cette personne, elle semble être en lien, elle semble avoir des contacts, mais en réalité, ça ne descend pas dans ses profondeurs. Et souvent, le chemin, il est complètement, non seulement inaccessible, mais il n'est pas pensable. C'est-à-dire que dans les cas de dépersonnalisation, de déréalisation, de dissociation extrême, la personne n'a pas la capacité de sentir, de réaliser que ce qu'elle vit n'est pas normal. Et quand je dis n'est pas normal, c'est bien évidemment une réaction totalement normale au traumatisme, mais c'est possible de vivre autrement. Quand je dis que ce n'est pas normal, c'est qu'il y a dans cet isolement extrême, la personne ne se rend pas compte à quel point elle est en détresse, à quel point c'est pas ça la vie, la réalité des gens qui l'entourent et qu'il y a une possibilité de faire autrement. Ça, il n'y a pas ça à la conscience qu'il y a possibilité de faire autrement et que ce qu'elle vit, c'est les conséquences terribles d'événements qui n'ont pas été intégrés. Et comme il n'y a pas cette conscience que ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce sont les conséquences de quelque chose qui l'a submergée, euh, à la fois il y a beaucoup de honte de ne pas réussir, de ne pas sentir. Il y a de la honte aussi parfois de tout un tas ça c'est vraiment le cas dans les agressions sexuelles ou dans les humiliations lors du trauma, quand il y a eu figement, sidération, et que toutes les pensées, c'est terrible, les pensées des agresseurs rentrent dans la personne victime de cette situation à ce moment-là, et ça va faire partie de ces fragments traumatiques qu'elle va intégrer comme étant siens. Et il y a vraiment dans ces cas-là, beaucoup de dévalorisation, de violence retournée contre elle-même, contre cette personne, contre la victime du trauma, va vraiment retourner ce type de pensée contre elle-même. Et du coup, cette honte fait que c'est très difficile d'aller vers l'extérieur. Il y a vraiment une croyance très forte qu'elle va être rejetée, jugée, humiliée, qu'elle ne vaut pas la peine, qu'elle n'a pas de valeur, etc. Et dans ce type de croyance, effectivement, il y a des conséquences d'agression physique, sexuelle, d'humiliation. Et beaucoup aussi, c'est des choses qui peuvent prendre racine dans les tout premiers échanges de la vie. Si l'enfant a été vraiment rejeté, maltraité, et ça va créer des phénomènes de dissociation avec ces croyances que c'est vraiment impossible d'aller vers l'autre et de recevoir un accueil bienveillant s'il se montre vulnérable dans sa vérité. Du coup, il y a quelque chose, à la fois il y a l'isolement intérieur, la personne n'a pas accès à ses sensations, à la vie, et de fait, il y a quelque chose où pour l'extérieur, c'est très compliqué de rentrer en lien. Il y a vraiment un double isolement. Et sans ça, où c'est vraiment fondamental de pouvoir communiquer, de pouvoir voir les personnes dans ce type d'état, semer des graines, ouvrir des pistes. Parfois, c'est trop douloureux, ne serait-ce que d'entendre parler de possibilités. Et c'est voilà, un chemin qui se construit petit à petit. Et je pense vraiment que c'est important de communiquer sur ces phénomènes, que l'on soit soi-même dans des souffrances dissociatives ou pour nos proches, de comprendre d'où ça vient et du coup que c'est possible d'intégrer un trauma. C'est possible de sortir de la dissociation. Vraiment, pas à pas, progressivement, de façon accompagnée, structurée. J'en parlerai dans la dernière vidéo de cette série, comment sortir de la dissociation. C'est vraiment possible.
Et c'est vraiment le message que j'ai envie de passer, à la fois informer sur ces phénomènes et dire que c'est vraiment possible de sortir de la dissociation, de venir d'un endroit, tellement coupé, tellement figé, tellement mort et de retrouver pleinement la vie, pleinement les sensations, pleinement le lien, pleinement, la croyance, fondamentale que je suis entourée, que si j'ai besoin d'aide, je le manifeste et que j'en reçois. C'est possible. Tout ce chemin, j'ai vraiment à cœur de je le témoigne depuis mon histoire où je viens d'endroits dissociés très, très extrêmes et aujourd'hui, je peux vraiment goûter et partager cette vie et j'ai vraiment envie de vous dire, si ça vous concerne ou pour certains de vos proches, que c'est vraiment possible. Ça prend du temps, souvent, mais vraiment, c'est possible.